Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Est-ce que c'est le cas? Vous pouvez confirmer sur le chat, s'il vous plaît. Donc, il est 11 heures, l'heure du webinar Monster. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinar en compagnie de deux invités qui sont passionnés par le sujet. Donc, c'est Aurélien Gilles de la société Expectra et c'est Fabrice Garçon de la société Pix. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, Bonjour. Bonjour. on va passer une heure ensemble à vous présenter les tendances des métiers du digital, en tout cas telles qu'on les observe dans nos métiers. C'est un vaste sujet, il y a énormément de choses à dire. Une heure, c'est très court, mais je vous rassure, on prendra le temps, environ 20 minutes, pour répondre à toutes vos questions à la fin de notre présentation. Donc, n'hésitez pas à poser dès à présent vos questions sur le chat. Marine pourra nous aider à y répondre. Et voilà, partagez vos feedbacks, votre propre expérience. On est toujours curieux de savoir comment ça se passe du côté de chez vous. Donc, quel sujet on va aborder aujourd'hui? On va voir notamment qu'est-ce qu'on entend déjà par le digital, parce que on s'est rendu compte en préparant ce webinaire que chacun avait sa propre définition, qui n'était pas forcément en opposition. On va voir quels sont les métiers du digital, quelles sont les compétences requises, en tout cas celles qui vont monter en puissance, et puis comment vous aidez-vous à vous préparer si vous travaillez dans ce secteur-là ou si vous envisagez de faire carrière ou même de vous reconvertir. Voilà, l'idée c'est de vous apporter des conseils vraiment pratico-pratiques. Alors, on va faire un petit tour de table pour nous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc moi, c'est Lucie Bédrossian, je travaille pour Monster. Monster, c'est un des leaders de l'emploi. On existe depuis plus de 20 ans déjà. Et on vous propose des offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité. On vous propose également des conseils carrière. Et vous pouvez retrouver tout ça sur notre site monster.fr, sur notre appli, mais également lors d'événements qu'on organise comme le webinaire qu'on anime aujourd'hui, et puis également lors de salons en présentiel quand on peut évidemment les organiser. On est toujours content de vous rencontrer et d'avoir vos retours concrets. Aurélien, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et ravi d'être présent avec vous. Donc moi je suis manager de recrutement chez Expectra, qui est un réseau de recrutement qui fait à la fois de l'intérim et du recrutement pur entre guillemets, donc CDI ou CDD. On est organisé sur des périmètres métiers, donc pour ma part spécialiste des métiers du digital. Ce que je vais entendre par là, c'est tous les métiers du digital hors IT et donc plutôt la sphère, ce qu'on pourrait appeler marketing, gestion de projet, organisation de développement et organisation et optimisation des supports numériques et digitaux. Ça permet d'être expert, entre guillemets, voilà, de son bassin d'emploi, mais aussi des métiers sur lesquels on va travailler, et donc des compétences qui vont être nécessaires pour y évoluer. Merci Aurélien. Fabrice, à vous de jouer. Merci. Donc bonjour, Fabrice Garçon. Donc je suis le président de la société Pix. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec Lucie qui nous accueille et Monster donc, et puis qui nous accueille donc Aurélien et moi-même. Donc pour ma part, je dirige depuis 10 ans la société Pix, qui est une communauté de passionnés dans le monde IT. Nous recrutons régulièrement des talents dans ce secteur, qui sont souvent des gens qui viennent par Monster, donc on peut aussi remercier Monster, bien sûr. Ces talents interviennent régulièrement auprès d'une cinquantaine de clients grands comptes, des PME, des ETI, des startups. Et nous avons à cœur effectivement aujourd'hui de travailler dans des bassins d'emploi qui sont riches et dynamiques, là où nous sommes installés, à savoir donc Reims, Paris, Lyon et Aix-en-Provence. Merci Fabrice. Donc, en guise de préambule, je voulais partager avec vous quelques chiffres qui sont issus d'une toute nouvelle étude Monster qu'on a menée auprès d'une population représentative de la population française pour savoir un petit peu pourquoi quelles étaient les motivations des gens à s'orienter vers le digital. Donc on s'aperçoit que c'est quand même un secteur qui reste attractif, notamment auprès des plus jeunes. C'est un secteur qui reste attractif pour plusieurs raisons, parce que en fonction du contexte actuel, c'est vrai qu'il est difficile. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique, donc on peut penser que le digital, c'est un secteur qui protège l'emploi. Donc c'est une des raisons qui pousse les gens à s'y intéresser.
mais c'est aussi parce que voilà, il y a des personnes qui sont passionnées par ces problématiques-là. On s'aperçoit aussi que il y a un trio qui se dégage hein, dans cette catégorie de métiers qui sont particulièrement attirants auprès de la population qu'on a interrogée. C'est les métiers du web marketing, du web design et plus globalement les métiers de la data, au traitement de la donnée. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part dans le chat, et effectivement, si vous-même vous travaillez dans un de ces métiers-là, ce qui vous passionne, et peut-être pourquoi vous avez choisi peut-être de vous réorienter, si c'est le cas. Donc les nouveaux métiers du digital, je vous disais, c'est un vaste sujet. Un petit chiffre pour commencer, on s'aperçoit selon certaines sources qu'il y a jusqu'à 85% des métiers de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui, donc c'est énorme. Ça montre un petit peu les tendances du secteur de l'emploi, les tendances qui évoluent de plus en plus vite. Et on peut s'interroger aussi des compétences qui sont liées à des métiers et aux technologies qui sont liées à des métiers qui vont évoluer, qui évoluent de plus en plus rapidement. Donc ça vaut le coup de s'intéresser à ce qui va concrètement changer, surtout si vous évoluez dans ce secteur-là. Alors, on l'a dit, le digital ou le numérique, ça englobe plein de technologies, plein de métiers différents, plein d'industries. Et je laisse la parole à Fabrice pour commencer, pour nous expliquer un petit peu lui comment il catégorise ces métiers-là, qu'est-ce que ça implique pour lui, et on va confronter un petit peu à la vision d'Aurélien qui est plus sur la partie marketing digital. Alors, effectivement, merci. Nous constatons que le monde du numérique est finalement un monde fait de richesse et de rapidité et de vitesse. Ce sont des composantes intégrées à ce domaine. Ce qui est très intéressant finalement, c'est que grâce au numérique, on peut travailler n'importe où, n'importe quand et avec n'importe quel type de device. On constate donc la fertilité est une chose, mais on constate aussi que ce secteur donne naissance à énormément de métiers, à énormément de nouveaux concepts, énormément de nouveaux fondamentaux et de nouvelles méthodes de travail. Donc ça c'est un constat, et on constate aussi enfin que nous devons nous devons adopter tout ça avec une rapidité extraordinaire. Donc dans ce contexte, on peut qu'imaginer que les métiers, comme le dit le slide précédent, que les métiers vont être nouveaux et que les opportunités vont être nombreuses. Je vais prendre un exemple, si vous me le permettez, s'agissant de la pandémie qui touche aujourd'hui le monde entier et qui a frappé de plein fouet en début d'année le monde entier. Cette pandémie a obligé beaucoup d'entreprises à se transformer et a obligé beaucoup d'individus et de salariés à changer complètement leur comportement en un temps record. Cette transformation a été 100% digitale. Elle a même, disons, permis à certaines entreprises en France de faire un bond en avant de 6 ou 7 ans en matière de transformation digitale. Donc, effectivement, si on regarde l'illustration et les filières qui existent aujourd'hui, que ce soit en vente, en management, en technique ou en matière de projet, nous avons une révolution qui est en cours et qui ne cesse d'évoluer et de grandir. Aurélien, est-ce que vous avez des précisions à apporter sur cette catégorisation qu'on a présentée ? Ouais, c'était assez difficile. On en a discuté un petit peu avant le webinaire. Effectivement, c'est compliqué de catégoriser. Chacun a un peu sa définition du digital et ce qu'on peut y mettre dedans. Moi, encore une fois, j'interviens sur un paramètre qui est moins technique. Donc, je vais travailler avec les profils qui interviendront pas forcément de manière chronologique, mais en tout cas après ceux qui vont dessiner d'un point de vue architecture, d'un point de vue développement le site. Et il suffit de prendre un peu une plateforme, un site web, comment il est développé. Effectivement, l'IT travaille d'un point de vue technologique dessus, mais ensuite ou avant, il faut définir son interface, son graphisme, finalement la forme. Il faut ensuite travailler sur le fond, et là on a tous les profils de gestion de contenu, d'animation de contenu qui vont intervenir sur encore une fois ce site, cette plateforme, cette application. Et puis
Ensuite, ça va être le faire vivre, ce site, et donc effectivement faire en sorte qu'il fonctionne, et donc qu'il marche, qu'il soit visible. Et donc tous les métiers liés au référencement, à l'acquisition de trafic, à la génération de trafic, vont être importants aujourd'hui pour les sites. C'est plus seulement des sites vitrines comme par le passé. On leur demande d'avoir un ROI en tant que tel, d'avoir une production de contacts, une production de data, une production de clients peut-être. Et donc, on va chercher à les rendre efficients au maximum. Et donc, tous les métiers aujourd'hui du marketing, alors c'est compliqué de mettre un mot marketing sur ce type de métier-là, mais en tout cas du management de projet vont être liés à ça, à faire que les sites ou les plateformes soient efficientes aujourd'hui. Merci Aurélien. Fabrice, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les différentes industries, les différents champs d'application? C'est vrai que vous aviez beaucoup de choses à partager là-dessus. De votre expérience, quels sont peut-être les secteurs les plus en avant, ceux qui sont les plus en retard, et peut-être les secteurs sur lesquels il faut se positionner pour Alors, c'est vrai que si on regarde les domaines de l'entreprise qui sont aujourd'hui touchés par le digital, en fait, on peut s'amuser à les compter. En fait, ils sont tous touchés par le digital. Donc, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Les RH, le marketing, la communication, le contrôle de gestion, même le juridique, bon, bien sûr, la R&D depuis longtemps, sont des secteurs qui sont touchés par le digital. Donc, les perspectives, bien sûr, sont multiples, les métiers sont nombreux. Je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas forcément de nouveaux métiers. Soi-disant, on parle beaucoup il y a des renaming, des noms qui ont été inventés depuis quelques années. PO, Dev, Full Stack, je sais pas, DevOps par exemple. Autant de métiers qui peuvent peut-être un peu impressionner parce que soi-disant nouveaux. En fait, je crois que le digital permet de redistribuer les rôles intelligemment. Nous avons aujourd'hui, et c'est la révolution, nous avons aujourd'hui des gens qui doivent être de plus en plus multifonctions, multitâches, touche à tout, et le digital permet effectivement cette possibilité et ces nouvelles aventures, si je puis dire. D'accord, merci. Donc parmi les métiers qu'on a identifiés, donc on vous présente une liste qui n'est pas du tout exhaustive. C'est juste vous montrer un petit peu les métiers qui ont émergé ces dernières années, ceux qui se détachent véritablement, donc ce sont ceux qu'on considère s'accélérer, et évidemment ceux qui restent à inventer. On l'a dit tout à l'heure, 85% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc parmi ces métiers, Fabrice, vous avez commencé à en parler, hein. De votre côté, quels sont ceux qui restent recherchés par vos clients, par les entreprises? Les métiers que vous voyez vraiment se détacher, qui vont continuer à évoluer dans les années qui viennent, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Notamment sur peut-être le métier de DevOps. Ah bah sur le métier de DevOps, je peux faire une petite parenthèse. Effectivement, c'est un métier qui est que d'ailleurs même les DevOps n'arrivent pas à définir eux-mêmes, hein, donc c'est là que c'est intéressant. Aussi parce qu'il est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution, et je pense que ce qui est le point commun à tous ces nouveaux métiers, c'est qu'ils sont en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Mais si on parle de DevOps et de ce métier en particulier, il est un métier entre deux mondes qui avant était vraiment distincts, celui de l'infrastructure, le monde des infrastructures informatiques et celui des développements informatiques, des développements des applications. Et DevOps a été inventé, finalement, a été créé pour rendre plus facile la communication entre les infrastructures des entreprises et les développements qui sont réalisés. Dès lors, ce métier est aujourd'hui finalement peut accueillir des personnes qui viennent finalement un petit peu pas, j'allais dire n'importe où, mais peut-être pas, mais finalement quelqu'un qui a une très bonne expérience des réseaux peut potentiellement être attiré ou en tout cas avoir les prérequis pour aller travailler dans le monde DevOps, ainsi qu'un développeur aujourd'hui, un codeur comme on l'appelle vulgairement, peut aussi être amené à devenir DevOps.
Et dans ce que je viens de vous dire, il y a un mot qui est important, c'est le mot communication. Le monde digital est un monde qui communique énormément. Donc, ceux d'entre vous qui sont des communicants, ceux qui aiment communiquer, ceux qui aiment aller vers les autres, de toute évidence, ont toute leur place dans le monde digital. Très bien. Aurélien, de votre côté, des métiers qui ont le vent en poupe? Ouais, je rejoins ce que disait Fabrice tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y a pas, on dit beaucoup de nouveaux métiers, etc. En fait, c'est beaucoup d'évolution des métiers. Euh, Finalement, on rename un peu pas mal de jobs qui existaient déjà. Et inversement, un même intitulé de poste qui existait déjà il y a 5 ans, c'est plus vraiment le même aujourd'hui. Et c'est peut-être là où il faut se mettre à jour. Moi, je prends l'exemple d'une personne qui va être en charge de référencer un site. Ça existait déjà il y a 5 ans, quelqu'un qui s'occupait du référencement. Effectivement, il allait faire un petit peu de référencement naturel, donc mettre les bons mots-clés qui allaient faire que son site allait ressortir sur les sites comme Google ou comme Yahoo à l'époque. Il allait ensuite développer ses compétences un peu analytiques avec justement la gestion d'achat de mots-clés. Et aujourd'hui, finalement, c'est un profil beaucoup plus complet qui va parfois faire de l'achat sous forme d'enchères de mots-clés avec le Bid Manager. C'est quelqu'un qui va nouer des partenariats avec d'autres sites via de l'affiliation sans passer par les job boards, par les sites de recherche, qui va pouvoir avoir des sites partenaires dans ces mêmes typologie de visiteurs que lui, qui va pouvoir avoir du trafic qualifié tout de suite. Et tout ça, c'est pas que des échanges de bons procédés, c'est aussi des accords financiers. Et donc, c'est des compétences beaucoup plus commerciales que par le passé. Donc, c'est le même job en termes d'intitulé, mais c'est plus du tout les mêmes missions. Et donc, c'est ça qui évolue beaucoup. Et c'est en ça qu'il faut être à jour constamment. Moi, sur mes métiers, les grosses tendances, c'est vraiment, encore une fois, ces métiers de l'analyse, de la data qui sont importants. Encore une fois, toujours cette gestion des ROI, on veut des sites qui servent à quelque chose. Et donc, tous ces métiers qui vont servir à l'activité même et propre de l'entreprise vont avoir une importance capitale. Et du coup, tout ce qui va permettre de transformer les visiteurs d'une plateforme, d'un site, en peut-être clients ou en information commerciale. Donc, tous les métiers de l'ergonomie, de l'UX vont être aussi très, très recherchés. D'accord. Petite parenthèse, est-ce qu'à l'inverse, vous avez observé des métiers qui sont beaucoup moins recherchés aujourd'hui et qui étaient plébiscités il y a quelques années encore? Et est-ce que vous savez pourquoi? Un peu, en tout cas, pour ce qui est de ma part, c'est encore une fois très esthétique. Un webmaster, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment en tant que tel, ce profil un peu complet, ou pour des plus petits sites en tous les cas. Souvent, elles ont été éclatées en plusieurs chefs de projet, qui pour le référencement, qui pour l'ergonomie et d'autres types de spécialités digitales. Donc, c'est des intitulés qui n'existent plus, mais dont les compétences existent évidemment toujours. D'accord. Donc, toujours l'évolution finalement des Ouais. intitulés. Très bien, merci. Donc, ça fait la transition pour la partie suivante. Donc, concrètement, comment ces transformations de métiers ou ces évolutions impactent les personnes qui évoluent dans ces secteurs-là? Alors, c'est important de garder à l'esprit, c'est que dans cet environnement qui est de plus en plus instable parce qu'il évolue de plus en plus vite et où les compétences techniques aussi évoluent, voire se périment de plus en plus vite, c'est important de garder à l'esprit que ce qui fait notre employabilité en tant que personne en recherche d'emploi, c'est notre personnalité, notre comportement, donc ce qu'on appelle communément les soft skills. Donc, l'enjeu, et je pense qu'Aurélien et Fabrice partagent mon point, c'est de vraiment faire la balance entre les compétences techniques académiques, donc les hard skills, qui restent quand même fondamentales, mais qu'il faudra quand même équilibrer avec toutes ces compétences qui permettent d'évoluer, d'accompagner la transformation des entreprises dans lesquelles on souhaite faire carrière. Donc c'est vraiment cet équilibre qu'il faut trouver, qu'il faut garder à l'esprit. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Peut-être Fabrice, les hard skills qui sont vraiment basiques côté métier de l'IT. Elles sont ici écrites. Alors, c'est vrai qu'on a coutume de dire chez Pix, en tout cas, que les profils atypiques d'aujourd'hui sont la norme de demain. Pourquoi on se dit ça régulièrement? D'abord parce que on le voit, il y a des compétences qui sont incontournables et on ne pourra pas on ne pourra pas les faire sans. Hein. C'est vrai qu'il est toujours mieux
en tout cas toujours plus apprécié d'avoir une appétence pour les mathématiques, d'avoir une appétence pour les outils techniques, les outils technologiques, en tout cas de baigner un petit peu dans ce domaine-là, mais ça ne suffit pas pour être crédible et être légitime dans ce monde-là aujourd'hui. Sûrement que ça suffisait avant, mais aujourd'hui ça ne suffit pas. Et si je devais vous donner une recette gagnante pour vous mesurer au monde digital, je vous dirais que c'est bien d'être continuellement curieux, c'est bien d'être capable de se remettre en question, c'est bien d'être, comme on le dit chez Pix, mobile intellectuellement, hein, bien sûr, et aussi être capable de se former régulièrement. Et à l'intérieur de cette recette, vous avez finalement la capacité, et vous aurez la capacité à driver votre carrière avec, je serais tenté de dire, plus d'outils et plus de sérénité. Aurélien, vous êtes d'accord également sur ce point? Oui, alors moi, c'est vrai que c'est un métier qui est plus, en tout cas les métiers où il y aura une part de soft skills plus importante. Il y a moins de technicité entre guillemets, même s'il peut y avoir des CMS, des logiciels d'A/B testing et autres, mais en tous les cas, ça va être moins technique évidemment. Ça reste des métiers du projet et effectivement, Fabrice l'a dit, l'organisation de la méthode, c'est hyper important. Tous ces projets, qu'on crée un site, qu'on travaille sur l'ergonomie, qu'on doive retravailler le référencement qui est pas bon, il y a une partie analyse, il y a une partie décision et stratégie, et puis il y a une partie pilotage. Et ça demande effectivement l'organisation de la méthode, être capable de communiquer. Fabrice aussi en a parlé. C'est effectivement dans le digital des gros métiers de communication, et ça demande effectivement aussi une bonne culture de l'entreprise. Quand on gère un gros projet aujourd'hui, et même des projets de moindre envergure, ils auront des incidences pour l'organisation. Donc on va devoir travailler avec la finance, on va devoir travailler avec la direction, on va devoir travailler avec le juridique, puisqu'on est visible au grand public parfois, et donc évidemment il y a des contraintes importantes, et donc il faut être capable de comprendre les aléas de ce qu'on va devoir mettre en œuvre, parce qu'évidemment ça va avoir une incidence si on se trompe. Et donc, il faut être en constante communication avec tous ces métiers-là. Et évidemment, pour mes métiers et ceux de Fabrice, communiquer ensemble aussi, c'est important. Savoir faire la traduction de besoins marketing, commerciaux en données qui seront derrière du codage, finalement. Exactement. Je voulais aussi rappeler les résultats de l'étude des soft skills qu'on avait menée auprès de recruteurs pour voir un petit peu ce que les personnes en recherche de talent plébiscitaient. Et on s'aperçoit donc sans surprise, hein, ça c'est dans la suite logique de ce qu'on a évoqué, c'est que l'adaptabilité est plébiscitée pour 29% des recruteurs. Donc on cherche des profils qui vont pouvoir évoluer, des profils également qui font preuve d'esprit d'équipe. Donc ça rejoint ce que vous dites Aurélien sur le fait de travailler avec différents départements. Donc ça c'était 15% des recruteurs. Et puis évidemment la rigueur, l'organisation, on cherche toujours quelqu'un de structuré qui sera à même de gérer les projets. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, comment on peut se préparer concrètement? Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de questions, notamment de personnes peut-être jeunes diplômées qui ont suivi un cursus ou qui souhaitent peut-être compléter ce cursus pour être plus désirables sur le marché de l'emploi, entre guillemets. Donc, toutes ces transformations donnent lieu à des défis à relever, que ce soit à la fois du côté des candidats pour se rendre désirables, mais à la fois du côté des entreprises qui cherchent à retenir des talents, notamment sur certains métiers qui sont en tension. Hein. Fabrice, vous l'expliquiez pendant nos préparations, c'est que voilà, il y a des entreprises qui peinent à recruter certains profils. Donc peut-être que vous pouvez dire lesquels et quels sont les enjeux des entreprises pour pouvoir retenir ces profils qui sont particulièrement recherchés. Alors moi, si je peux me permettre, avant de répondre à cette question directement, je pense que la difficulté finalement n'est pas vraiment de savoir où on va. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de choisir la bonne voie. Chez Pix, dans une entreprise comme Pix, on a un certain nombre de comment dirais-je, d'outils pour aider nos collaborateurs à bien choisir. Finalement, ils viennent pas nous voir ou en tout cas ils viennent pas travailler chez nous pour savoir s'il faut aller dans un sens ou dans l'autre. Ils viennent plus prendre des conseils pour avoir un accompagnant et un coach de carrière. Et finalement, je pense que c'est dans un monde qui est en perpétuelle évolution, encore une fois,
on est obligé de dire qu'il y a certes quelques zones incertaines. Et donc du coup, je pense que faire preuve d'honnêteté, de franchise et de transparence vis-à-vis de ces zones qu'on pourrait appeler zones troubles dans une carrière, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop comment y aller. Il s'agit finalement de bien s'armer. Et comme le disait Aurélien, comme je le disais aussi tout à l'heure, les soft skills sont l'outil, j'allais dire, qui permet vraiment de transpercer sa carrière avec aisance. Alors maintenant, si je dois répondre à la question telle qu'elle est posée, les défis à relever pour développer leur attractivité auprès des femmes, auprès des jeunes. Je vois aussi qu'il y a pas mal de questions de jeunes diplômés. Je pense qu'il ne faut pas opposer les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes. Je pense que c'est pas un débat qui est très intéressant. D'ailleurs, le digital ne regarde pas cet aspect-là des choses. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que si vous avez développé ailleurs que dans vos études, ailleurs que dans votre job, si vous travaillez déjà depuis un certain temps, des compétences qui vous ont permis d'avoir confiance en vous, des compétences qui vous ont permis de mieux regarder le monde et de mieux le critiquer avec du recul, je pense que vous avez encore une fois toute votre place dans ce monde où il va falloir aider à choisir les bons outils, les bonnes technologies et la bonne façon de communiquer. Donc je suis plutôt nourri par un espoir énorme et je suis très optimiste quant à l'avenir. Pour les jeunes, comme pour les femmes, comme pour tout le monde. Aurélien, une réaction? Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Et effectivement, la clé, c'est la transparence et d'assumer ses parcours. Ça sert à rien, entre guillemets, de se mettre des barrières. Parfois, les candidats, alors, ils vont peut-être pas aimer que je dise ça tous, mais parfois, on met une étiquette sur les filtres à l'embauche d'un point de vue recruteur. Mais c'est aussi parce que des candidats se les mettent, entre guillemets. Il suffit juste d'assumer effectivement ce qu'on a pu faire, de le valoriser, d'être capable de marketer son parcours. Ça le demande et c'est important d'être capable de le faire. Mais parfois, les barrières, elles viennent dès le départ, entre guillemets. Donc, il faut assumer son parcours, assumer ce qu'on a pu faire, mettre en valeur. Dans le digital, on a un avantage, c'est qu'on peut quand même illustrer assez facilement. Pour la technique, il suffit de développer probablement un site, mais même quelqu'un qui n'a pas un profil technique peut très bien, avec des plateformes assez simplifiées aujourd'hui, faire un site un peu sympa qui va vendre ses compétences qu'il n'aurait même pas exploité en entreprise professionnelle. Et ça, c'est quand même assez facile à un recruteur de le présenter, de le valoriser, de le vendre, entre guillemets. Et je pense qu'entre c'est beaucoup de points qui peuvent être gagnés très facilement. Donc les exemples de carrière, donc on voulait vous présenter quelques idées. Alors il y a des carrières un peu traditionnelles entre guillemets, et puis d'autres qui sont un peu plus atypiques. Fabrice, au sein de votre structure, comment vous avez pu accompagner des collaborateurs dans leur évolution sur des métiers peut-être sur lesquels ils se positionnaient pas d'emblée? Est-ce que vous avez des exemples concrets à partager? Alors, pour que les gens puissent se situer, je pense qu'il faut regarder une carrière en une valse à trois temps. Il y a une première partie dans la carrière qui est très importante, c'est le début de la carrière. C'est vrai qu'on est très rapidement jugé, jaugé, critiqué en fonction de ce qu'on vient de faire. Et on n'est pas encore à même finalement de valoriser ce qu'on vient de faire ou en tout cas d'avoir une autocritique sur ce qu'on vient de faire. Je vais prendre un exemple d'une personne qui aurait travaillé dans le monde bancaire pendant 2-3 ans. C'est vrai qu'il est vite taxé de spécialiste du monde bancaire. Alors qu'entre vous et moi, il y connaît pas grand-chose au monde bancaire pour le coup, parce qu'il faut y travailler beaucoup plus de temps pour finalement être taxé de spécialiste. Donc je pense qu'une valse à 3 temps, c'est un temps qui est quand même assez long, c'est celui du début de cette carrière où un junior doit faire ses preuves. Il doit faire ses preuves dans un monde où il y a des gens qui vont le regarder, il y a ses pairs qui vont le critiquer, il y a ses pairs qui vont le juger. Et je pense que c'est très important de passer cette épreuve et de pas la sauter à pieds joints. C'est-à-dire de pas passer directement dans l'épreuve, dans
dans le moment d'après, la période d'après, qui est c'est plus faire ses preuves qui est important, c'est d'obtenir des résultats. Et d'obtenir des résultats avec évidemment cette nécessité peut-être de vous-même coacher, vous-même apprendre aux autres, vous-même accompagner les autres. Et puis il y a une dernière épreuve, une dernière période, pardon, qui est celle plutôt de la jouissance totale, du bien-être et de la recherche du confort. Et attention à ne pas inverser et ne pas se positionner dans le monde du travail en se mélangeant les pinceaux. Souvent, les jeunes veulent tout de suite du confort, veulent tout de suite de la jouissance. C'est peut-être la mauvaise nouvelle de la journée, je sais pas, ou de ce webinaire. Au début, quand même, il faut faire ses preuves. Et il faut prendre le temps. Les premières années sont des années de préparation pour des carrières qui sont longues, qui vont être très mouvementées, surtout si vous choisissez le monde digital. Ça va bouger énormément. Donc, prenez le temps d'apprécier ces premiers pas dans le monde digital. Voilà. Et chez Pix, alors des exemples de carrière, on en a plein, mais on voit bien que ceux qui ont passé les premiers temps avec rigueur sont explosifs dans les deuxième et troisième périodes. Ok, donc par exemple, quelqu'un qui a commencé comme développeur, j'imagine, vers quel métier peut s'orienter? Bah alors quelqu'un qui démarre comme développeur, il va vite prendre si encore une fois il a ses soft skills qu'il a su aussi voyez comment dirais-je adapter à son métier, il va vite prendre un peu de galon comme on dit et puis il va devenir leader et dès lors qu'il va devenir leader, on va plus le regarder comme un lead dev mais aussi comme un manager à part entière. Donc du coup il pourra potentiellement pivoter vers un poste de manager. Toutefois, si les projets sur lesquels il a travaillé pendant qu'il était développeur sont des projets à ce point importants, à forte valeur ajoutée, techniquement costauds, c'est peut-être quelqu'un qu'on va pouvoir aussi faire pivoter vers la filière projet dont on parlait tout à l'heure. Et donc, dès lors, il peut, cette même personne, devenir directeur projet. Et puis après, il peut rester aussi simple développeur. Et c'est pas péjoratif. Un développeur peut devenir un expert et finalement être à la fin un architecte, celui qu'on va voir pour savoir si ce qu'on fait est bien fait ou mal fait. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est vraiment une histoire d'angle et de positionnement qu'il faut savoir ajuster. Et il faut faire ses choix. Et pour faire ses choix, il faut être accompagné, ça c'est sûr. Experts comme Pix sont, à mon avis, des sociétés qui peuvent aider à choisir les bons ajustements. Aurélien, de votre côté, les parcours que vous observez, les parcours à succès, qui sont peut-être inspirants pour les personnes qui nous écoutent et qui cherchent à s'orienter? Ouais, le digital, effectivement, c'est un secteur, et l'IT encore plus en ce moment, je dirais, effectivement, c'est des secteurs qui résistent en tous les cas plus à la crise et qui ont même encore le vent en poupe malgré tout ce qu'on peut connaître autour de nous. Donc, on peut avoir un petit effet, effectivement, d'attrait juste lié à ça, mais ça reste aussi des métiers de passion. Vraiment de passionnés. Il y a beaucoup de passionnés dans ces métiers-là, et heureusement, des métiers de la créativité. Donc, si on vient, c'est pas parce qu'on a vu la lumière allumée, sincèrement. Je pense qu'il faut vraiment que ça vienne, du fond du cœur entre guillemets, un vrai attrait, quelque chose de bien réfléchi. Et une fois qu'on a effectivement bien décidé cela et qu'on a bien conscience de ce que ça va représenter, de se remettre en question. Je parle des profils effectivement qui sont peut-être plus seniors et qui veulent venir dans ce secteur-là. Il faut comprendre qu'effectivement ça va demander de l'investissement, comme disait Fabrice. Il faut se former continuellement, il faut apprendre continuellement des choses parce que ça change et donc ça demande effectivement un investissement personnel. Et donc le conseil effectivement, c'est de s'auto-former, c'est de développer peut-être des supports personnels, des sites ou que sais-je. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça suppose aussi, je pense, de bien étudier les annonces. Parfois, on a des profils qui vont vouloir s'inscrire dans le digital et qui vont répondre peut-être à beaucoup d'annonces. Mais les unes n'ont parfois rien à voir avec les autres. Et déjà, on décrédibilise un petit peu son image. Et en plus, je pense qu'on se trompe. Il faut vraiment analyser son parcours classique, entre guillemets, en tout cas jusqu'à l'instant T, et quelles compétences on peut vraiment transposer. Si on a fait du projet de transformation industrielle, eh bien on peut devenir
à terme chef de projet de transformation digitale. C'est des parcours que moi j'ai pu observer et recruter, des profils que j'ai pu recruter, et ça se passe très bien parce qu'on a effectivement fait de la méthodo, on a fait de l'organisation, on a fait de la communication. Et effectivement, ce qu'il manquait, c'était des compétences techniques digitales vers où on veut emmener, mais finalement, ça, on peut se former dessus. Tout ce qui est outils, CRM, etc., c'est juste la thématique de la transformation. Et donc, c'est des choses qui vont se transposer facilement. A contrario, ce profil-là, il n'y a pas de raison qu'il soit un expert de l'ergonomie d'un site. Aucun, a priori, en tout cas, aucune raison. Donc, vraiment analyser les annonces, comprendre un peu les parcours, peut-être aussi en regardant des profils sur LinkedIn, tout bêtement, et puis peut-être en faisant des rencontres avec des recruteurs comme chez Pix, comme chez Expectra, en discutant un peu. Voilà, et effectivement pas se fermer si on loupe une ou deux opportunités, peut-être se remettre en question de temps en temps ou demander le pourquoi ça n'a pas matché. Très bien. Donc, autocritique, rester lucide et puis observer ce qui se passe sur le marché, comme vous venez de le dire. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe aussi chez Monster. Parfois, il y a un décalage quand les personnes ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de retour sur leur candidature ou de retour du recruteur. C'est parce que parfois il y a un décalage entre ce qui est présenté dans le CV et l'offre à laquelle ils postulent. Donc vraiment analyser les mots-clés du CV, ce qui est les compétences attendues pour pouvoir les reformuler dans son CV si c'est nécessaire, ou alors s'orienter vers les offres qui nous correspondent réellement. Donc les formations, elles sont diverses et variées. Alors évidemment, il y a toutes les formations traditionnelles. Que ce soit les écoles d'ingénieurs généralistes, les écoles spécialisées, les écoles de commerce aussi, ou les écoles plus orientées marketing digital, mais il y a également tous les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui pour vous former en continu. Et certaines offrent d'ailleurs des certifications reconnues, donc n'hésitez pas à vous intéresser. On l'a dit, vous l'avez dit tous les deux, le digital, c'est beaucoup de gens passionnés par leur sujet. Et il y a aussi les parcours d'autodidactes, des gens qui n'ont pas forcément les diplômes requis, qui ont suivi des carrières différentes, mais qui finalement font preuve de beaucoup de talent parce qu'ils ont su développer des compétences qui sont recherchées. Fabrice, vous aviez peut-être un exemple à partager au sein de votre structure? Disons que moi, cette présentation comme telle qu'elle est, elle me va très très bien. Voilà, c'est vrai que on retrouve le cursus traditionnel et qui sont d'ailleurs qui s'enrichissent, que ce soit le monde universitaire, le monde des écoles d'ingénieurs par exemple, d'autres formations. On travaille chez Pix en tout cas avec aussi le monde de la formation avec des professeurs pour justement améliorer, pour être finalement dès le départ au plus près du besoin et de la demande. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison de mentionner les parcours complètement atypiques avec des personnes qui viennent finalement, comme on pourrait dire, un peu de nulle part, mais elles ont en commun, ces personnes, toujours cette ouverture d'esprit, cette capacité à être quelqu'un avant d'être simplement des gens qui font quelque chose, si vous voulez. Et si je devais donner un exemple, j'aime bien les parcours des gens qui viennent souvent du monde de l'art, par exemple, qui ont fait par exemple les Beaux-Arts, qui ont fait par exemple qui ont fait qui ont été créatifs à un moment donné, qui ont nourri une belle histoire d'amour avec la créativité, la création, qui ont été dans la gestation créative. Et ces gens-là sont très 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 pertinents pour un nombre de postes conséquents dans le monde digital, toutes ces fonctions, tous ces postes qui demandent de comprendre tout le monde. Et quand il s'agit de comprendre tout le monde, d'être un peu un diplomate au sein de son entreprise, c'est vrai que les formations les plus adaptées, les plus sont celles des gens. Alors il y a aussi des gens qui disent l'école de la rue. Alors bon, l'école de la rue c'est super, hein, bien sûr, mais ça suffit pas. Hein. Quand même, il vaut mieux avoir effectivement des gens qui ont comme ça des couleurs, des contrastes déjà bien présents.
On aime beaucoup aussi ceux qui ont, enfin on aime beaucoup. Moi, je les aime beaucoup. Ça appartient à moi peut-être. Ceux qui viennent du monde du sport. Hein, le monde du sport, par exemple, là ici, ce n'est pas mentionné. Les gens qui ont fait qui ont fait du sport de haut niveau, on en a chez Pix. C'est des gens qui ont effectivement aussi plus de facilité pour s'adapter au changement. Oui, qui font preuve de soft skills comme Oui. le leadership, comme l'esprit de résistance, la combativité. Donc c'est vrai que c'est des soft skills qui sont particulièrement appréciés et pas que dans le digital, dans beaucoup de professions. Oui. Aurélien, est-ce que malgré toutes les formations qui s'offrent aujourd'hui à tous, est-ce qu'on, enfin, dans les recrutements que vous pouvez observer, que vous pouvez effectuer, il y a quand même des parcours que vous recommandez? Alors, pour ce qui est de la formation, je rejoins déjà tout ce qu'a pu dire Fabrice, effectivement. Il faut avoir conscience, en fait, que comme sur plein de métiers, finalement, on est en concurrence avec surtout en France peut-être, mais avec les grosses formations, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, qui non seulement profitent de leur formation, mais profitent aussi de l'image de ces écoles. Oui. Si on n'a pas ces parcours-là, ou si, en tous les cas, on n'a pas le parcours direct brandé digital, entre guillemets, effectivement, il y a plein de solutions d'auto-formation, de e-learning. Il y a vraiment aujourd'hui plein de formations, et y compris des formations gratuites, hors certifiantes, mais en tous les cas gratuites, qui permettent vraiment de se former à plein de choses. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être capable de l'illustrer, c'est ça qui va être important. Donc, pourquoi pas, effectivement, dans le cadre de formation, se faire des contacts, des réseaux, et pourquoi pas à plusieurs développer des sites, développer des choses, effectivement, vendre ce projet en tant que tel, le mettre sur le CV pour ce que c'est, entre guillemets, une expérience extra-professionnelle, mais qui s'inscrit dans un parcours. Voilà, je dirais, ces formations-là qui vont moins profiter quand même de l'image, effectivement, grandes écoles, etc., c'est important de la compléter avec de l'illustration et donc du projet personnel. Très bien. Donc on a fait le tour des grandes idées qu'on voulait partager avec vous. On va aborder la fameuse période des questions-réponses. Et puis avant, on voulait vous proposer quelques outils pour aller plus loin dans vos recherches. Là, je vous propose le nouveau guide qu'on a réalisé. Donc ça vous donne des conseils concrets pour votre CV, pour votre entretien, votre candidature. Et aussi, on a réalisé avec Expectra des fiches métiers. Ce sont des fiches qui recensent un petit peu les évolutions de salaire par industrie, par région. Donc, c'est assez intéressant sur certains métiers emblématiques du digital. Donc, si vous êtes intéressé pour voir comment vous positionnez, quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous, n'hésitez pas à le télécharger. Il y a également d'autres outils qu'on vous propose, donc des témoignages de spécialistes de l'IT, des webinars, voilà. Donc, n'hésitez pas à piocher dans cette boîte à outils qu'on vous propose. Vous pourrez télécharger le document de présentation ensuite au webinar. Donc, vous aurez tout ça disponible pour votre usage. Donc, les questions, elles sont nombreuses et merci de votre intérêt, merci d'avoir réagi. Il y en a beaucoup, donc on va faire au mieux pour les traiter. Alors, pour en prendre quelques-unes. Alors, c'est un point qu'on a déjà abordé. C'est une question de Jean-Yves qui demande si les métiers du digital sont accessibles aux seniors. Parce que lui, visiblement, a un doute. La réponse est oui. La réponse, on l'a déjà abordée, effectivement. Je pense que déjà, effectivement, Jean-Yves doit peut-être enlever cette barrière psychologique. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on s'est pris plusieurs portes. Hein. Je ne minore pas du tout la chose. Mais encore une fois, je pense qu'il faut arriver avec cet esprit de dire qu'il n'y a pas cette barrière-là, d'arriver avec un CV un peu marketé. On est capable de mettre en valeur ce qui n'est pas digital si Jean-Yves ne vient pas du métier digital, et illustrer avec des choses sur lesquelles il s'est formé, peut-être illustrer les formations qu'il a faites, voilà, mettre tout ça en avant. Sincèrement, on a plein d'exemples. C'est un marché qui est pénurique. Donc, aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter. Par la force des choses, elles n'ont pas le luxe, entre guillemets, si c'en est un, de discriminer sur l'âge ou sur quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment, mine de rien, une posture positive pour que ça fonctionne aussi, je pense. On a également beaucoup de questions de jeunes diplômés, de personnes qui commencent leur carrière, notamment celle de Christophe. Le niveau Bac+2 est-il le minimum à avoir dans ce domaine? La réponse est non, on l'a vu. Fabrice? La question, c'est est-ce que le niveau Bac+2 est suffisant?
Et le minimum à avoir dans le domaine si on souhaite postuler dans le digital? Je dirais plutôt que l'envie est la principale nécessité. Il faut que c'est ça que les recruteurs vont valider. C'est Aurélien l'a très bien dit. Si on rentre dans ce domaine parce qu'on a vu de la lumière et parce qu'on se dit que c'est un domaine qui emploie simplement, ça suffira pas. Bac+2, je sais pas. Moi, je vais pas citer son nom, mais un des plus brillants product owners qui a travaillé chez Pix, il avait bac-5. Hein, et il a 20 ans d'expérience, il est respecté par ses équipes, il s'est formé à l'anglais, il s'est formé à l'informatique, il s'est formé tout seul. Et voyez, peut-être qu'il se reconnaîtra, il a même réussi avant le confinement à s'installer dans une maison de campagne, j'allais dire loin des villes, et bien lui en a fait quand le confinement est arrivé, puisqu'il avait aussi appris à travailler de chez lui, tout en étant opérationnel et efficace. Donc le débat sur les diplômes, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pas, en tout cas, sachez que normalement, un acteur du digital ne doit pas vous refuser votre candidature pour cause de diplôme. C'est qu'il n'a rien compris, ce recruteur, à cet environnement. Il faut oublier cette. Alors bien sûr qu'on appréciera un NCMAG, c'est génial. C'est la meilleure école d'informatique en France aujourd'hui, enfin une des meilleures en tout cas. Bien sûr que c'est super de travailler avec un NCMAG, mais pas que. Il faut de tout. Il faut dans une belle équipe, il y a un peu de tout. Il y a des noirs, des blancs, des vieux, des jeunes, des NCMAG, des bac-12, et c'est ça qui fait la richesse de l'équipe et la richesse du projet. Oui, et une autre question de Fanny, donc comment se démarquer lorsqu'on sort de formation? Donc le débat, en fait, on a le diplôme, mais on n'a pas l'expérience. Quel conseil pourrait donner à ces profils, Aurélien? Bah là, on revient sur ce qu'on disait, hein, vraiment montrer ce que vous savez faire et donc créer des choses. Ça montrera non seulement ce que vous allez faire techniquement, mais aussi votre créativité accessoirement. Donc c'est un double effet positif. Mm. Alors, Paul-Antoine demande, joli prénom d'ailleurs, comment être crédible auprès des employeurs suite à une formation type le wagon ou World Cup School? Est-ce qu'un candidat est crédible en étant autodidacte? Donc, je crois qu'on l'a assez répété. Oui. Oui, il est crédible. Il est crédible. Il a toutes ses chances. Il a vraiment toutes ses chances. C'est pas forcément C'est vrai qu'on a des schémas qui sont imposés. On a des réflexes qui sont imposés par peut-être d'autres secteurs, d'autres domaines. Les sélections dans un sport comme le ski par exemple, qui est un sport très exigeant. C'est vrai que vous pouvez pas vous présenter sur la ligne de départ si vous n'avez pas un minimum de prérequis, un minimum d'entraînement. Là, il faut bien comprendre que comme le monde est en perpétuel mouvement, c'est pas comme une piste de ski qui est figée et qui est glacée et qui est, j'allais dire, presque toujours la même. Parlez à un skieur, il vous dira que la piste, il la connaît parce que ça fait des années et des années qu'il la pratique. Nous, on est dans un monde justement qui bouge. Donc, ça fait pas des années qu'on pratique les pistes, ça fait des années en revanche qu'on s'entraîne à justement à la nouveauté et à l'innovation et peut-être aussi à cet accident joyeux qui peut nous permettre de changer, de pivoter. Donc, il faut être prêt à ce changement. C'est le plus difficile. C'est pas le diplôme, encore une fois, c'est cette capacité à être prêt à changer. C'est ça qui est vraiment important à mon sens. Une question de Nicolas. Bonjour à tous, jeune diplômé, j'ai reçu 2 retours, entreprises et anciens employeurs qui m'ont expliqué qu'en marketing digital, il y a une surabondance des profils créatifs en comparaison avec les métiers d'analyse. Est-ce ça par exemple? Est-ce que quelqu'un peut confirmer, Aurélien? Ça dépend ce qu'il entend par métier du créatif. Ce qui est vrai dans les tendances positives, ce sont les métiers, encore une fois, où il y a une notion de performance de l'outil qu'on cherche à développer, à vendre, à mettre en avant. Donc oui, aujourd'hui, il y a plus de besoins sur les métiers de la data, de l'analyse, les métiers dont on va pouvoir mesurer l'efficacité
pour l'organisation, j'entends évidemment rapidement, mais si on entend par créativité et l'esthétique et du coup tous les métiers de l'UX, ou au-delà de faire un joli site, on veut un site qui fonctionne bien, c'est des métiers qui ont aussi beaucoup le vent en poupe. Une question de Dorothée, comment faire du marketing sans compétences techniques digitales avec une expérience de 15 ans de B2B? Alors c'est du marketing, donc je peux répondre aussi. Tout dépend ce qu'elle entend. Je ne sais pas si elle veut faire du marketing sans compétences, mais du marketing classique, entre guillemets, sans compétences digitales. La réponse est, il n'y a pas forcément besoin à 100% de fonctions digitales, même si beaucoup des métiers de marketing aujourd'hui en comportent quand même effectivement pas mal. Si elle veut faire du marketing digital sans compétences digitales, il faut pas, entre guillemets. Il faut se former avant. Encore une fois, c'est là où on se dit, si on le décide, il faut le préparer, le travailler et se former. On a dans toute organisation, y compris, d'ailleurs, c'est pas du tout une question d'âge, parce que je peux avoir des collègues très jeunes qui vraiment sont nuls, je pense qu'on peut le dire comme ça, même s'ils regardent en digital, qui dès qu'il y a une solution d'Excel, ils sont perdus, voilà. Il faut pas aller dans le digital, non, dans ce cadre-là. Effectivement, les logiciels, même Excel, évoluent constamment et il faut un peu rentrer dedans de temps en temps pour pas être perdu par deux évolutions successives. Donc, dans le digital, et peut-être que c'est le cas du coup de Dorothée, pardon, mais si c'est le cas, effectivement, faut y aller à fond, faut continuer la formation. Sur différentes techniques digitales qui sont liées à son métier. Donc, il faut qu'elle choisisse un métier, parce que le digital, encore une fois, c'est très vaste. Donc, il faut si elle veut faire du projet, si elle veut faire de l'UX, de l'organisme, que sais-je. Et en tous les cas, les compétences du B2B sont très recherchées, il n'y a aucun souci. Encore une fois, le B2B, c'est souvent des relations commerciales entreprise à entreprise. Donc, c'est finalement des actes de vente, du ROI, et c'est tout ce qu'on recherche en digital. Merci. Une question de Fanny qui demande, le travail en entreprise est-il plus enclin à la production que le freelance? Est-ce que les entreprises préfèrent embaucher des salariés en CDI ou offrir des missions rémunérées? Qu'est-ce que vous pouvez observer de votre côté? Est-ce que le contexte actuel, peut-être avec la crise, peut-être les entreprises qui ont plus de frilosité à recruter, peut-être préfèrent passer par des freelances, est-ce que c'est quelque chose que vous observez ou pas? Si on s'en tient, alors on peut répondre de deux manières à cette question. Si on s'en tient à l'avis du candidat, si le candidat est un freelance, c'est un choix qu'il a fait, c'est un choix de se mettre à son compte et d'aller chercher des projets. Donc nous sommes amenés à travailler effectivement avec des freelances et ils interviennent potentiellement sur nos projets. Encore une fois, c'est un choix du freelance. C'est pas nous qui demandons aux gens de se mettre freelance. C'est vraiment eux qui choisissent de le faire. Et puis, si on se met du côté d'une société comme Pix, évidemment, vous l'aurez compris, nous, on aime les gens avec lesquels on bosse. On a énormément alors pas beaucoup en ce moment, mais on a énormément de moments dans la semaine, dans le mois à partager ensemble. Et effectivement, on préférera les personnes qui souhaitent candidater pour un CDI. Donc, la préférence d'une société comme Pix, c'est des CDI et des contrats qui permettent de garder nos équipes et de les choyer le mieux qu'on peut, quoi. Voilà. Mm-hmm. Alors Franck nous dit merci pour ce webinaire très intéressant et pour le partage d'expériences et d'informations. Merci Franck, à vous d'y assister. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitiez développer sur peut-être les compétences? On avait parlé, on a évoqué, l'anglais, les langues. C'est aussi une compétence qui est devenue un prérequis aujourd'hui, qui était peut-être optionnel il y a quelques années encore, mais aujourd'hui, peut-être à cause de la langue utilisée dans tous les outils technologiques, l'anglais. Fabrice, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, alors, moi je pense que c'est clé, bien sûr, de parler anglais. 90%, 95% des langages et des écrits dans le domaine, pour ceux qui aiment aller un peu voir la littérature, s'auto-former, beaucoup de choses sont écrites en anglais. Je sais que le français c'est la langue de la diplomatie, je serais tenté de dire que l'anglais c'est la langue du digital, c'est la langue de l'informatique. Voilà, donc c'est quand même normal de parler anglais. Alors moi le premier, je suis pas je suis
je suis en train de reprendre des cours d'anglais, vous voyez, mais alors c'est pas que pour le monde digital aussi, c'est pour ma culture personnelle. Donc si vous pouvez, en plus une langue, c'est toujours intéressant à apprendre, c'est toujours intéressant de se reformer régulièrement. Et je serais tenté de dire que c'est plutôt facile de prendre le temps de le faire. Un petit conseil que je vous donne, qu'on m'a donné il y a pas longtemps, quand vous regardez une série en anglais sous-titrée, mettez les sous-titres en anglais et vous verrez, vous allez progresser à une vitesse folle. Donc oui, je pense que l'anglais c'est une bonne idée. Ouais. On a un témoignage de Valéria, merci du partage. Donc Valéria qui est visiblement passionnée, elle nous dit: je travaille dans les RH depuis 10 ans et depuis janvier à 100% sur la com. Pas de transformation digitale sur le terrain, mais une industrie de 1000 salariés. Je m'éclate dans mon job. Refonte de notre intranet, nouveau plan de communication, digitalisation des process. Donc voilà, merci pour ce témoignage qui montre que, effectivement, quand on est passionné, toutes les missions peuvent nous apporter. On peut également contribuer à apporter à l'entreprise. Exactement, Isabelle. Gardez toujours le plaisir d'apprendre. C'est ce qu'on retient finalement de ce qu'on a dit. La curiosité, l'ouverture d'esprit, se remettre en question pour observer un petit peu ce qui se passe même dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec le digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'intéresser à différentes choses permet de voir ce qui se fait dans d'autres et peut-être transposer des observations. Aurélien, Fabrice, peut-être des choses à ajouter. Fabrice, je sais que vous aviez des punchlines à partager, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de placer. Alors bon, j'avais une petite punchline, c'est vrai. Alors, je vais vous offrir. J'offre ma petite punchline. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux à un moment donné. Voilà. Donc j'avais pour en fait c'était pour illustrer la vitesse et la dynamique, le marché dynamique. Cette petite punchline, elle date d'hier. Hein. C'est vraiment très récent. D'accord. Et je remercie Mathieu d'ailleurs qui m'a aidé à l'écrire. En fait, on voulait faire un parallèle entre le monde du tennis et le monde du digital. En 30 ans, la vitesse, imaginez un peu, hein, les vitesses moyennes des balles échangées à Roland-Garros ont augmenté de 15%. En 30 ans, si vous avez déjà joué au tennis, c'est quand même énorme. On est sur une augmentation quand même significative. Aujourd'hui, pour la blague, lorsque Björn Borg en Suède et Rafael Nadal en Espagne s'échangent des mails, les données s'échangent à une vitesse 2000 fois supérieure à celle d'il y a 30 ans. D'un PC à l'autre. Et là, on parle que du petit PC de Borg avec le petit PC de Nadal. Alors, c'est non seulement une prouesse technologique, mais aussi, vous l'aurez compris, une grande révolution des métiers et des organisations, des entreprises, tous secteurs confondus. C'était une façon finalement d'illustrer que ça va très 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 vite. Donc cette rapidité nous demande, et on l'a dit de toute façon, une grande adaptation. Très bien. Écoutez, je vous remercie encore une fois Aurélien et Fabrice d'avoir animé ce webinaire avec moi. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi, que ça a été instructif. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On est très friands de toutes vos remarques pour nous aider à améliorer toujours les expériences qu'on peut vous proposer. Voilà, on vous souhaite de belles recherches d'emploi, de carrière et de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour Monster pour vous proposer de nouveaux sujets. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.